D'après les connaissances scientifiques actuelles, les humains sont arrivés en Amérique à la suite des migrations animales et végétales. Cette migration massive aurait eu lieu il y a entre 40 et 12 000 ans. La voie empruntée passait très probablement par l'isthme de Bering, qui existait alors et reliait la Tchoukotka et l'Alaska. Nul ne sait précisément quand les premiers humains ont foulé ces terres. Une chose est sûre, ils y sont arrivés déjà sous forme humaine et n'ont pas évolué à partir de primates locaux. De telles créatures n'existaient tout simplement pas en Amérique. Mais comment sont-ils arrivés? Étaient-ils déjà des êtres socialement développés, pleinement formés sur les rivages de l'Asie, et se sont-ils égarés par hasard sur une nouvelle terre en suivant les traces d'animaux? Ou bien, comme le suggère l'ethnologue américain Victor von Hagen, les humains ont-ils navigué jusqu'ici dans de fragiles pirogues monoxyles, bravant des mers déchaînées pour s'établir sur ces nouvelles terres? Nul ne le sait, et le débat à ce sujet est aussi ancien que la découverte de l'Amérique elle-même. Il est généralement admis que les premiers humains ont atteint le continent par ce que l'on appelle le pont terrestre. Une chaîne d'îles s'étend sur près de 2000 km à l'ouest de l'Alaska, les vestiges géologiques de ce pont. Dans l'Antiquité, les chasseurs poursuivaient les grands animaux qui empruntaient cette voie, pénétrant progressivement à l'intérieur du continent, depuis l'Amérique du Nord jusqu'en Amérique du Sud. Des recherches menées dans la grotte de Chiquihuite, au centre du Mexique, suggèrent qu'elle a déjà été habitée immédiatement après la dernière glaciation. Les premières traces de présence humaine datées avec certitude remontent à une période comprise entre 12 et 15 000 ans. Cependant, certaines découvertes suscitent de vifs débats. C'est le cas, par exemple, du site de Hueyatlaco, dans la vallée de Valsechilo. Les fouilles des années 1960 et 1970 ont mis au jour des outils de pierre et des ossements d'animaux dépecés. La directrice des fouilles, Cynthia Irvine Williams, a daté le site à une période incroyable, jusqu'à 30 000 ans. Cela a provoqué un scandale. José Lorenzo, directeur de l'Institut mexicain d'anthropologie, a même prétendu que les artefacts avaient été placés là par les archéologues eux-mêmes. Cynthia a fermement rejeté ces accusations, et le débat sur l'âge réel de ces découvertes se poursuit encore aujourd'hui. L'historien mexicain Pablo Escalante Gonzalvo note que les premières traces de présence humaine au Mexique remontent au 35e millénaire avant J.C. Jusqu'au 5e millénaire, avec le début de l'ère agricole, on ne trouve que des traces de chasseurs et de pêcheurs nomades. Des ossements demeurent les témoins silencieux de cette époque. Dans la grotte inondée d'Hoyo Negro, au Yucatan, le squelette d'une jeune fille de 15 ans, nommée Naya, a été découvert. Elle a vécu il y a environ 12 à 13 000 ans. Les restes d'un homme du même âge ont également été mis au jour dans la grotte de Chan Hol. La plus célèbre des cultures anciennes est la culture Clovis, qui s'est développée du XIe au IXe millénaire avant J.C. environ. Ses habitants chassaient des géants, des ossements de mammouths, de mastodontes et de bisons ont été retrouvés sur leur site. Les Clovis pourchassaient que les grands animaux jusque dans les marais et les achevaient sur place. Ils ne se déplaisaient cependant pas au petit gibier. Des restes de lapins, de renards et de tortues ont été découverts dans une grotte de la Sierra de Tamaulipas, témoignant d'un régime alimentaire varié. La vie de ces gens était rythmée par les saisons. Durant les mois de disette, les familles survivaient seules, cachées dans des huttes et des grottes. Mais en été, elles se regroupaient en grandes bandes, sorte de meute de plusieurs centaines d'individus pour chasser ensemble, défendre leur territoire et échanger des épouses. Entre le XIe et le VIe millénaire avant J.C., le climat commença à changer, devenant plus chaud et plus sec. Les forêts disparurent, les lacs s'asséchèrent. Les populations préhistoriques furent contraintes de s'adapter et d'adopter un régime alimentaire principalement végétal. Des traces de maïs sauvage, d'oignons, de glands et d'avocats ont été découvertes dans des grottes de la vallée d'Oaxaca. C'est à cette époque,
après le 7e millénaire avant J.C., que l'agriculture fit son apparition dans les montagnes. Au début, les tribus transportaient simplement des céréales et les semaient dans de nouveaux endroits, fertilisant le sol avec les cendres d'arbres brûlés. L'hybridation du maïs, des haricots et des courges commença. La population augmenta et les campements de chasse cédèrent la place aux premiers villages semi-enterrés. Les prémices du commerce et des rituels sociaux apparurent. Vers 1500 avant notre ère débute la période préclassique. La société se stratifie avec l'émergence de la noblesse et du sacerdoce. Les Amérindiens commencent la construction de canaux d'irrigation et de temples. Le tissage du coton et des fibres d'agave se développe. De nombreuses figurines de déesses de la fertilité témoignent de l'importance de la religion. Fait intéressant, contrairement à l'Ancien Monde, les animaux domestiques sont pratiquement inexistants et les animaux de trait inconnus. L'une des premières grandes civilisations fut la civilisation Olmec, qui prospéra sur la côte du Golfe. On la considère souvent comme la culture mère du Mexique. Le mot Olmec lui-même fut forgé bien plus tard par les Aztèques et signifie « peuple du pays du caoutchouc ». Les Olmecs ont laissé un héritage unique, pyramides, plateformes pavées et bien sûr les célèbres têtes géantes en basalte. L'art olmec se distingue par sa puissance et sa simplicité. On sait peu de choses de leur mode de vie, si ce n'est qu'ils se tatouaient et chassaient les têtes de leurs ennemis. Mais leur contribution à la science est colossale. Ils furent les premiers dans la région à inventer l'écriture hiéroglyphique et à développer un calendrier solaire précis qui sera plus tard adopté par les Mayas et les Aztèques. Les Olmecs ont également légué au monde le jeu de balle, le tlachtli. Il ne s'agissait pas seulement d'un sport, mais d'un rituel sacré. Les joueurs, dans des stades spécifiques, devaient lancer une lourde balle de caoutchouc dans un anneau de pierre en utilisant uniquement leurs hanches, leurs coudes ou leurs genoux. Après les Olmecs, les Zapotèques firent leur apparition sur la scène historique. Leur centre était la majestueuse cité de Monte Alban, au sud-est du Mexique. Les murs du temple local sont ornés de bas-reliefs, longtemps appelés danseuses. Cependant, les chercheurs modernes tentent à penser qu'il s'agit de représentations d'ennemis vaincus ou de victimes mutilées. Les Zapotèques pratiquaient les sacrifices humains. Par exemple, lors des éclipses, ils sacrifiaient des nains, considérés comme enfants du soleil. Montalban devint la première véritable capitale de l'État zapotèque. À son apogée, la ville couvrait 40 km² et comptait 50 000 habitants. La période classique, qui débuta vers le IIe siècle de notre ère, constitua l'étape suivante. Son symbole était Teotihuacan, la cité des dieux. Située près de l'actuel Mexico, elle devint la 6e ville du monde à cette époque, avec une population de plus de 125 000 habitants. On ignore encore qui l'a fondée. La ville prospéra pendant plusieurs siècles, mais au 7e siècle, elle fut abandonnée, et les Aztèques qui s'y installèrent plus tard n'y trouvèrent que des ruines. Lorsqu'on évoque le Mexique antique, il est impossible de ne pas mentionner la civilisation maya. Contrairement à une idée répandue, les Mayas vivaient non seulement dans la péninsule du Yucatan, mais aussi dans les territoires qui constituent aujourd'hui le Guatemala, le Belize et le Honduras. Fait intéressant, ils ne se désignaient pas eux-mêmes comme Mayas. Comme l'a justement fait remarquer Victor von Hagen, nous en savons aussi peu sur les Mayas que sur la face cachée de la Lune, et nous ignorons même comment ils se nommaient. Les Mayas vivaient dans des cités-États en perpétuelle querelle, marquées par des alliances incessantes. La société était strictement divisée. Le pouvoir appartenait aux prêtres et aux guerriers, tandis que les citoyens ordinaires payaient des impôts et effectuaient des travaux pénibles. L'agriculture était pratiquée sur brûlis. Ils brûlaient la forêt, plantaient du maïs, des tomates et des poivrons. Puis, lorsque le sol était épuisé, ils se déplaçaient vers une nouvelle parcelle. Les Mayas étaient
d'habiles potiers, architectes et tisserands. Leurs seuls animaux domestiques étaient des dindes et certaines races de chiens, qu'ils consommaient également. Le monde maya était peuplé d'une multitude de dieux, bons et mauvais. Itzamna était considéré comme le souverain suprême du ciel, du jour et de la nuit. Mais le plus souvent, l'attention se portait sur Shak, dieu de la pluie dont dépendait la récolte, sur le dieu solaire Kinich Ahau et sur Ahmun, dieu du blé. Les Mayas possédaient un savoir incroyable pour leur époque. Ils avaient leur propre système d'écriture hiéroglyphique. Les prêtres créaient des manuscrits à partir d'un papier spécial fabriqué à partir d'écorces d'arbres, en enduisant les pages de chaux blanche et en dessinant avec des pinceaux fins. Brillants astronomes et mathématiciens, ils construisaient des observatoires, prédisaient les éclipses et utilisaient un calendrier complexe qui déterminait chaque étape de la vie d'un agriculteur, des semailles à la récolte. Mais vers l'an 900, un événement terrible se produisit. La grande civilisation sembla s'effondrer. Les villes furent soudainement abandonnées. Les monuments sacrés furent en partie incendiés, en partie arrachés de leur socle. Pourtant, les archéologues ne trouvent aucune trace d'invasion étrangère. Comme l'écrivait le chercheur allemand Kurt Keram, un peuple entier a soudainement abandonné ses palais et ses temples pour se réfugier dans la jungle. Les villes étaient désertées, les lianes s'enroulaient autour des escaliers des pyramides et des arbres poussaient dans les fissures des murs. Un silence s'est abattu sur ces lieux pendant un millénaire. Les scientifiques débattent encore des causes de cet effondrement. La théorie la plus répandue est celle d'une catastrophe environnementale. Les Mayas pratiquaient l'agriculture sur brûlis. Ils brûlaient les forêts, semaient du maïs, puis, lorsque le sol était épuisé, ils se déplaçaient. Mais la terre était rare. Les paysans étaient contraints de s'éloigner toujours plus des villes pour trouver des terres fertiles. Un désert aride et brûlé séparait les populations des cités. L'érosion des sols, la sécheresse et la surpopulation ont engendré la famine. La civilisation a perdu ses fondements. Cependant, l'histoire maya ne s'arrête pas là. Le centre de la vie se déplace vers le nord, dans la péninsule du Yucatan. Du Shu au XIIIe siècle, la célèbre Chichén Itzá devient la nouvelle capitale. C'est là que se trouve le temple de Kukulcán et le cénote sacré, un immense puits sacrificiel naturel. À la fin du XIIe siècle, des intrigues politiques secouèrent le Yucatan. La légende raconte que le souverain de Mayapan décida de sacrifier son chef militaire, Hunacuil, et le jeta dans le puits sacré de Chichén Itzá. Mais Hunacuil survécut. Il émergea et déclara que les dieux lui avaient épargné la vie et l'avaient nommé souverain. Une fois au pouvoir, il se vengea brutalement en pillant Chichén Itzá. À l'arrivée des Espagnols, cette grande cité n'était plus que ruine. D'ailleurs, le nom même de Yucatan est une curiosité historique. Lorsque les premiers conquistadors débarquèrent et demandèrent « Quel est ce pays ?», les Indiens répondirent « Si-u-than », ce qui signifie « Nous ne vous comprenons pas ». Les Espagnols, cependant, supposèrent qu'il s'agissait du nom de la région. Les Mayas furent découverts par les Européens en 1502 lors du 4e voyage de Christophe Colomb. Mais le véritable drame se déroula un peu plus tard. En 1511, un navire espagnol fit naufrage au large des côtes jamaïcaines. Une poignée de survivants parvinrent au Yucatan à bord d'une petite embarcation où presque tous furent sacrifiés par les habitants. Seuls 2 survécurent. Leurs destins furent remarquables. Le premier, Geronimo de Aguilar, demeura fidèle au christianisme, conserva un livre de prières caché et vécut en esclave jusqu'à sa libération par Cortés. Mais le second, Gonzalo Guerrero, s'indianisa complètement. Il se couvrit le corps de tatouages, se fit percer les oreilles, épousa une noble maya et devint même chef militaire. Il mourut plus tard au combat, luttant contre ses anciens compatriotes, les Espagnols, pour défendre sa nouvelle patrie. Passons maintenant à une autre grande puissance de la région, les Aztèques.
Ils ont bâti l'un des empires les plus puissants, mais leurs origines restent un mystère. Selon la légende, les Aztèques venaient du nord, de la terre légendaire d'Aztlán, ou terre des hérons. Nul ne sait où elle se situait. Certains la cherchent dans l'état mexicain de Nayarit, d'autres dans l'Utah, et les adeptes du mysticisme l'associent même à l'Atlantide. Une chose est sûre, les Aztèques étaient des nouveaux venus. Ils arrivèrent en dernier dans la vallée d'Anahuac, où se trouve aujourd'hui Mexico, alors que toutes les terres étaient déjà occupées. C'était une petite tribu pauvre, méprisée par les populations locales. Comme l'écrivait l'ethnologue Victor von Hagen, leur arrivée passa presque inaperçue. Avant les Aztèques, d'autres peuples ont régné sur ces terres. D'abord les mystérieux Toltèques, qui ont bâti des cités majestueuses, puis les tribus guerrières contre lesquelles les Aztèques ont dû se battre. Les futurs maîtres du Mexique se virent attribuer le pire des territoires, les îles marécageuses du lac Texcoco. Mais c'est là, selon la prophétie, qu'ils aperçurent un aigle perché sur un cactus, et c'est là qu'en 1325, ils fondèrent leur ville, Tenochtitlan. Les Aztèques se révélèrent être d'excellents ingénieurs. Faute de terre suffisante, ils entreprirent d'en créer eux-mêmes. Ils construisirent des chinampas, des îles flottantes de boue et de roseaux qui permettaient plusieurs récoltes par an. Les Aztèques cultivaient du maïs, des tomates, des citrouilles, des poivrons et du coton. Les seuls animaux domestiques qu'ils possédaient étaient des dindes et des chiens, dont la viande, soit dit en passant, était également consommée. Tenochtitlan se transforma peu à peu en Venise aztèque. La ville était sillonnée de canaux où naviguaient les bateaux, et des barrages et des ponts-levis la reliaient au continent. L'eau pure circulait dans des aqueducs. La société aztèque était strictement hiérarchisée. À sa tête se trouvait l'empereur, le Tlacatecutli, signifiant « souverain de tous les peuples ». Sous lui venaient les prêtres, les nobles, les guerriers et les membres ordinaires de la communauté. Mais ce qui distinguait véritablement les Aztèques, c'était leur religion. Elle était inextricablement liée à la guerre. La divinité principale était Huitzilopochtli, dieu du soleil et de la guerre. Les Aztèques croyaient que pour que le soleil poursuive sa course dans le ciel, il devait être nourri. Et le sang humain était considéré comme la meilleure nourriture. Chaque année, des milliers de captifs gravissaient les marches des pyramides. Au sommet, les prêtres leur arrachèrent le cœur palpitant et le brandissaient face au soleil, avant de précipiter leur corps dans le vide. La guerre était devenue une nécessité sacrée pour les Aztèques. Ils avaient constamment besoin de nouveaux captifs pour leurs autels. Parmi les dieux, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, dieu de la sagesse et de la lumière, se distinguait. Fait intéressant, ce nom était également porté par l'un des souverains toltèques légendaires, Topiltzin Quetzalcoatl. La légende raconte qu'il était sage et juste, qu'il interdisait les sacrifices humains et qu'il enseignait la science à son peuple. Mais des prêtres rivaux perfides l'empoisonnèrent avec une potion enivrante. Désespéré, le souverain commit un péché et, incapable de supporter la honte, se jeta dans les flammes ou, selon une autre version, partit vers l'est, promettant de revenir. Cette légende allait plus tard se révéler fatale lorsque les Aztèques prirent les Espagnols pour le dieu revenu. Les Aztèques étaient un peuple de guerriers. Ils maniaient avec une grande maîtrise les frondes, les lances et des épées en bois aux lames de verre volcanique extrêmement tranchantes. Les Européens remarquèrent que, sans leurs boucliers, les guerriers aztèques se sentaient vulnérables, mais qu'en formation, ils formaient une force redoutable, conquérant tout le Mexique central. L'histoire de la fondation de la capitale aztèque se lit comme une belle légende à laquelle les Indiens croyaient sans réserve. La tradition voulait que le peuple s'installe là où il verrait un aigle perché sur un cactus, dévorant un serpent. Et cette prophétie se réalisa. Le 18 juillet 1325, les Aztèques aperçurent ce signe sur une île du lac Texcoco. Ainsi
naquit Tenochtitlan. Cependant, une partie de la tribu fit sécession et fonda la cité rivale de Tlatelolco, non loin de là. La société aztèque était imprégnée d'un esprit guerrier. Comme l'a noté l'ethnographe Dimitri Koropchevski, la naissance n'était pas gage de succès. Les jeunes gens de la haute société s'entraînaient au combat dès l'âge de 15 ans et, à 20 ans, devaient gagner leur grade et leur gloire par leurs propres moyens. Si l'on échouait à faire ses preuves au combat, même un père noble ne vous apporterait aucun soutien. L'empereur Moctezuma II institua même 3 ordres de chevalerie, dont les insignes devaient être mérités par le sang. Les prêtres promettaient la félicité suprême dans l'au-delà aux guerriers tombés au combat. Au XVe siècle, les Aztèques étaient devenus la puissance dominante de la région. En 1434, la triple alliance de Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan fut établie. Les escarmouches locales appartinrent au passé, inaugurant l'ère d'un vaste empire. Au départ, le règne brutal de Moctezuma Ier étendit ses frontières jusqu'au golfe du Mexique. Son petit-fils, Axayacatl, poursuivit ensuite cette expansion, mais l'empire atteignit l'apogée de sa puissance sous Moctezuma II, qui monta sur le trône en 1502. La puissance aztèque semblait inébranlable. Pourtant, ce souverain dut faire face à une épreuve fatidique, la rencontre avec un peuple venu d'outre-mer. L'époque des conquêtes espagnoles est indissociable du nom d'Hernán Cortés. On le dépeint souvent comme un soldat brutal et intrépide, ce qui est inexact. Dans sa jeunesse, Cortés étudia le droit et le latin pendant 2 ans à l'université de Salamanque. Cependant, son tempérament fougueux et sa soif d'aventure le poussèrent à abandonner la monotonie de ses études et à prendre les armes. Il voyagea jusqu'au Nouveau Monde, se distingua à Cuba et se lia même d'amitié avec le vice-roi local, Diego de Velázquez. Mais l'amitié se mua rapidement en inimitié. Lorsque Cortés organisa une expédition au Mexique en 1519, Velázquez ordonna son arrestation au dernier moment. Seule la loyauté de ses soldats sauva Cortés. Il s'enfuit alors par la mer pour entreprendre la conquête à ses risques et périls. La flottille de Cortés comptait 11 navires. Il disposait d'environ 500 soldats, une centaine de marins, seulement 16 chevaux et 10 canons. Avec cette force dérisoire, il entreprit la conquête d'un pays dont la superficie surpassait celle de toutes les possessions de la couronne espagnole. Le premier débarquement eut lieu à l'embouchure du fleuve Tabasco. Là, les Espagnols se heurtèrent pour la première fois à une importante armée indienne. Une poignée d'Espagnols aurait pu être vaincue par 40 000 indigènes, mais la technologie et la peur leur sauvèrent la victoire. Le grondement des canons et surtout la vue de la cavalerie, des cavaliers que les Indiens considéraient d'abord comme faisant partie intégrante de leurs chevaux, décidèrent de l'issue de la bataille. Par la suite, Cortés se révéla un diplomate habile. Il avait compris le point crucial. L'empire aztèque était un colosse aux pieds d'argile. Les tribus conquises haïssaient leur suzerain de Tenochtitlan, qui exigeait tribut et sacrifices humains. Cortés forma une alliance avec les Totonacs, puis avec les belliqueux Tlaxcaltèques, ennemis jurés des Aztèques. Pour empêcher ses soldats de céder à la tentation de fuir vers Cuba, Cortés prit une mesure désespérée. Il ordonna la destruction de ses navires. Le choix était désormais simple, la victoire ou la mort. Le 8 novembre 1519, les Espagnols s'approchèrent des murs de Tenochtitlan. La ville, bâtie sur l'eau, comptait plus de 100 000 maisons et impressionnait par sa splendeur. L'empereur Moctezuma II était perplexe. Avant même l'arrivée des Blancs, il était assailli de mauvais présages. Les eaux du lac se mettaient soudain à bouillir et inondaient les maisons, où la tour du temple principal prenait feu subitement. Les prêtres prédisaient la chute de l'Empire. De plus, chez les Indiens, circulait une légende sur le retour du dieu blanc Quetzalcoatl. Moctezuma, homme pieux et méfiant, soupçonnait Cortés d'être un messager du ciel.
Au lieu d'exterminer la poignée de nouveaux arrivants, l'empereur les accueillit avec honneur. Il combla Cortés de présents, boucliers d'or, colliers et perles. Ce fut une erreur fatale. La vue de l'or ne fit qu'attiser l'appétit des conquistadors. Cortés, conscient de la précarité de sa position dans cette immense ville hostile, décida d'agir préventivement. Il prit Moctezuma en otage dans son propre palais. Contre toute attente, l'empereur se soumit. Selon les historiens, il fut saisi par la crainte des dieux et par sa propre indécision. Le peuple continua d'obéir à son souverain captif, et les Espagnols prirent temporairement le contrôle de la situation. Mais un coup dur survint alors. Le gouverneur jaloux de Cuba envoya une expédition punitive sous le commandement de Panfilo de Narvaez, 1 millier de soldats, pour arrêter l'insolent Cortés. Cortés quitta la garnison de Tenochtitlan et se précipita vers la côte avec une petite troupe. Lors d'une attaque nocturne, sous une pluie tropicale torrentielle, il mit en déroute les forces supérieures de Narvaez. Les soldats ennemis, enthousiasmés par son audace et les récits d'or aztèque, firent défection et rejoignirent son camp. Cependant, ce triomphe fut de courte durée. Pendant que Cortés combattait sur la côte, une rébellion éclata dans la capitale aztèque. Alvarado, le commandant laissé en charge, commit une folie monstrueuse. Craignant un complot, il ordonna le massacre de centaines de nobles aztèques lors d'une fête religieuse. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La ville s'embrasa. À son retour, Cortés se trouva pris au piège. Le palais où les Espagnols s'étaient réfugiés était assiégé par des milliers de guerriers. Pierres et flèches pleuvaient sans relâche. Désespéré, Cortés exigea que Montezuma se présente devant le peuple et apaise la foule. L'empereur escalada le mur, mais son autorité était déjà anéantie. Ses anciens sujets le couvrirent d'injures et de pierres. L'une d'elles le blessa mortellement. Selon une version, il mourut du coup. Selon une autre, de chagrin et de honte, ayant refusé tout soin. Une autre théorie encore prétend que les Espagnols eux-mêmes l'achevèrent lorsqu'il ne leur fut plus d'aucune utilité. La situation devint critique. Dans la nuit du 1er juillet 1520, Cortés décida de sortir de la ville. Cet événement est entré dans l'histoire sous le nom de « Nuit des douleurs ». Les Espagnols tentèrent de s'enfuir discrètement, profitant de la nuit et de la pluie. Mais à peine eurent-ils posé le pied sur le barrage que des tambours de guerre retentirent. Le lac était jonché de milliers de pirogues de guerre. Les Aztèques étaient assoiffés de vengeance. La retraite se transforma en massacre. Des ponts furent détruits et les soldats durent escalader les brèches du barrage au-dessus des cadavres de chevaux et de camarades. Nombre d'entre eux se noyèrent, entraînés au fond par le poids de l'or pillé qu'ils refusaient d'abandonner. Cette nuit-là, Cortés perdit toute son artillerie, la quasi-totalité de ses chevaux, tout son or et, selon diverses estimations, entre la moitié et les 2/3 de son armée. Les Aztèques remportèrent la victoire. Ils brisèrent le mythe de l'invincibilité des dieux blancs, prouvant leur mortalité et leur vulnérabilité. Il semblait que les conquistadors étaient anéantis à jamais, mais Cortés survécut et n'avait aucune intention de se rendre. Après avoir chassé les Espagnols lors de la Nuit des Lamentations, les Aztèques exultèrent. Leurs prêtres, grisés par la victoire, proclamèrent la volonté des dieux. Dans les 8 jours, les étrangers disparaîtraient à jamais de leur terre. Convaincus, nombre d'alliés de Cortés l'abandonnèrent, préférant attendre. Les soldats espagnols, voyant leurs rangs s'éclaircir, perdirent tout courage. Seul Cortés conserva confiance, et il avait raison. Le 7 juillet 1520, dans la vallée d'Otumba, il infligea une défaite cuisante à une immense armée aztèque. Cette victoire offrit un répit à ses hommes épuisés. Rassemblant les survivants de ses forces, environ 500 Espagnols et 6000 Tlaxcaltèques fidèles, il entreprit de reprendre le contrôle de la région. Cortés comprit que pour prendre Tenochtitlan, situé au milieu d'un lac, une flotte était nécessaire.
Il ordonna la construction de 13 brigantins de petits navires de guerre. Alors que les travaux battaient leur plein, des renforts arrivèrent d'Europe et de nouveaux alliés amérindiens, désireux de se libérer du joug aztèque. Le 30 mai 1521, l'assaut final commença. Cortés divisa son armée en 3 détachements et bloqua d'abord l'aqueduc, privant ainsi la ville d'eau potable. Les combats furent acharnés. Les Espagnols parvinrent à plusieurs reprises à percer les lignes ennemies jusqu'à la place principale, atteignant même le sommet du Grand Temple, mais furent repoussés à chaque fois. À la fin du mois de juin, les conquistadors subirent une lourde défaite lors de la prise de la région de Tlatelolco. 60 Espagnols périrent et Cortés lui-même fut grièvement blessé. Comprenant qu'une attaque directe ne permettrait pas de prendre la ville, Cortés décida de l'affamer. En août, Tenochtitlan était devenu un véritable enfer. Des milliers de personnes périrent de faim, de variole et de soif. Le 13 août, le dernier souverain aztèque, le jeune Cuauhtémoc, tenta de s'enfuir par bateau, mais fut capturé. À sa rencontre avec Cortés, l'Indien fier lui arracha son poignard et le supplia de le tuer, car il avait failli à sa mission de protéger son peuple. Mais les Espagnols avaient d'autres projets. L'or perdu lors de la nuit des lamentations avait disparu sans laisser de traces. Cuauhtémoc et ses hommes le furent torturés au feu, leurs talons brûlés, et on exerça des pressions pour les contraindre à révéler la cachette. Mais tout fut vain. Le trésor ne fut jamais retrouvé. La ville était en ruine. Sur les 200 000 habitants, à peine un cinquième avait survécu. Le 16 août, Cortés autorisa les survivants à partir. La Venise des Aztèques, jadis magnifique, n'était plus qu'un désert jonché de cadavres et de pierres noircies. La victoire apporta à Cortés la gloire, mais aussi une multitude de problèmes. Bernal Diaz, qui participa à l'expédition, le décrivit comme un homme complexe, instruit, poète, connaissant le latin et menant une vie de grand seigneur. Il était pourtant couvert de cicatrices de duels et de batailles. Au Mexique, il se comporta comme Jules César ou Alexandre le Grand, ce qui alarma fortement le roi d'Espagne, Charles Quint. Le roi combla Cortés de titres et le nomma gouverneur, mais fit tout son possible pour limiter son pouvoir réel. À Madrid, on craignait que Cortés ne s'empare de la riche colonie et n'en devienne le seul maître. Finalement, le grand conquérant mourut en 1547, de facto écarté du pouvoir, et fut enterré en Espagne. Ses cendres furent ensuite transportées à travers l'océan à plusieurs reprises, cachées des Vandales, et ce n'est qu'au XXe siècle qu'elles trouvèrent le repos dans une niche discrète d'un hôpital de Mexico. La chute des Aztèques inaugura une nouvelle ère, celle de la Nouvelle-Espagne. Cette immense vice-royauté dura 3 siècles. Elle englobait non seulement le Mexique actuel, mais aussi le sud des États-Unis, toute l'Amérique centrale et même les Philippines. C'était un État étrange. Les Espagnols l'appelaient Nouvelle-Espagne, et ils avaient de raison. Des immigrants y affluaient en masse, attirés par l'or et l'argent. La société était structurée selon la couleur de peau. Plus on était blanc, plus son statut était élevé. Au sommet de la pyramide se trouvaient les Gachupines, natifs d'Espagne. Ils occupaient tous les postes clés. En dessous d'eux venaient les créoles, espagnols de sang pur, mais nés au Mexique. Ils étaient 1 million. Ils possédaient des terres et des mines, mais les autorités métropolitaines se méfiaient d'eux, les considérant comme des citoyens de seconde zone. Ce mépris allait finalement mener à la guerre d'indépendance. Encore plus bas dans la hiérarchie étaient les métis et les mulâtres, qui n'avaient pas le droit d'exercer des fonctions officielles ou d'officiers. Ils étaient relégués aux métiers d'artisans et de petits commerçants. Et tout en bas de l'échelle sociale se trouvaient les Indiens. Au XVIe siècle, leur population chuta de façon catastrophique à cause des maladies et des exterminations, de 15 millions à 1 million. Les Espagnols furent contraints de changer de tactique. Au lieu de tuer, ils optèrent pour l'exploitation. Les Indiens étaient considérés comme libres individuellement. Ils possédaient même leurs propres terres,
mais ils étaient obligés de payer un tribut et d'effectuer des travaux forcés dans les mines et les plantations. De fait, ils devinrent des débiteurs perpétuels, des péons. Il y avait aussi des esclaves venus d'Afrique, mais ils furent amenés en petit nombre et se mêlèrent rapidement à la population locale. La vie coloniale était pleine de contradictions. D'un côté, les Espagnols interdisaient la culture de la vigne et de l'olivier pour éviter la concurrence avec la métropole et ils exportaient tous les métaux précieux. De l'autre, ils fondaient des universités et des imprimeries. Dès 1536, le premier collège pour les peuples indigènes était créé à Mexico et en 1551, une université. Les moines étudiaient les langues et les plantes locales et compilaient des encyclopédies comme le célèbre Codex Bernardino de Sahagún. Curieusement, les fils de Cortés, Martin et Luis, causèrent bien des soucis à la couronne. Martin, qui possédait de vastes terres, se comporta avec une telle arrogance qu'il fut accusé de comploter pour séparer le Mexique de l'Espagne. Les frères furent exilés en Europe, où l'on perdit leurs traces. L'Église contrôlait tout, de l'éducation à la morale. L'Inquisition surveillait les esprits et pourtant le christianisme s'entremêlait étonnamment bien avec les croyances ancestrales des Indiens. Les anciens dieux revêtaient simplement les masques des saints catholiques. Malgré les apparences, la colonie bouillonnait de tensions. Les Indiens se rebellaient régulièrement, les esclaves se révoltaient, et les créoles nourrissaient un ressentiment croissant envers les arrogants gachupines espagnols. En 1808, lorsque Napoléon envahit l'Espagne et renverse le roi, le climat explosif s'envenima. La crise de pouvoir en Europe devint un signal. Il était temps pour le Mexique de prendre son destin en main. La guerre d'indépendance avait commencé. Guerre d'indépendance, le début. Au début du XIXe siècle, la Nouvelle-Espagne était une poudrière. Les populations indigènes et métisses étaient lasses de la pauvreté et de la marginalisation, tandis que les créoles locaux, riches descendants des Espagnols, étaient indignés de voir tous les postes clés occupés par des immigrants venus de la métropole. L'étincelle qui mit le feu aux poudres fut une nouvelle venue d'Europe. Napoléon avait conquis l'Espagne et le roi avait abdiqué. Le 16 septembre 1810, les cloches de l'église sonnèrent dans la petite ville de Dolores. Leur son annonçait le début d'une ère nouvelle. Le curé Miguel Hidalgo appela ses fidèles à la révolte. Cet appel devint connu sous le nom de « Cri de Dolores ». Hidalgo était un prêtre atypique. Il lisait les auteurs français des Lumières, Rousseau et Voltaire, pourtant interdits, ce qui valut à sa maison le surnom de « Petite France ». Il connaissait les langues amérindiennes et était témoin des souffrances du peuple. Son armée, composée de dizaines de milliers de paysans armés de machettes, de piques et de simples gourdins, marcha vers le sud en scandant « À bas le mauvais gouvernement » et « À bas les Espagnols ». Il s'agissait davantage d'une catastrophe naturelle que d'une campagne organisée. Des foules enragées s'emparèrent des villes, ne faisant de victimes parmi les populations. À Guanajuato, les rebelles prirent d'assaut un grenier où la noblesse s'était réfugiée et y perpétrèrent un massacre. Fin octobre, l'armée d'Hidalgo, forte de 80 000 hommes, atteignit les portes mêmes de Mexico. La victoire semblait inévitable. La capitale était en proie à la panique. Mais alors, un événement inexplicable se produisit. Hidalgo, au bord du triomphe, donna soudainement l'ordre de battre en retraite. Les historiens débattent encore des raisons de cette décision. Craignait-il peut-être que son armée incontrôlable ne rase la ville? Cette décision s'avéra fatale. Les Espagnols se ressaisirent. En janvier 1811, lors de la bataille du pont Calderon, les troupes royales disciplinées mirent en déroute une immense horde de rebelles désorganisés. Hidalgo tenta de fuir aux États-Unis, mais fut capturé. L'Inquisition le défroqua et un tribunal militaire le condamna à mort. Avant d'être fusillé, il demanda qu'on ne lui bande pas les yeux et que le fusil soit pointé sur sa main droite, qu'il plaça sur son cœur. Le 30 juillet 1811,
le père de l'indépendance mexicaine, fut exécuté. Sa tête fut tranchée et exposée dans une cage de fer à l'angle de ce même grenier à grenier de Guanajuato, en guise d'avertissement. Généralissime Morelos. Mais la rébellion ne s'éteignit pas. Un autre prêtre, José María Morelos, reprit le flambeau de la lutte. Contrairement à Hidalgo, il se révéla un stratège de talent. Fils de charpentier et d'ancien muletier, il créa une petite armée disciplinée. Morelos conquit ville après ville dans le sud du pays. En 1813, il convoqua un congrès qui proclama officiellement l'indépendance du Mexique vis-à-vis de l'Espagne. La première constitution fut adoptée, proclamant l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Cependant, la chance tourna également contre lui. Les Espagnols lancèrent une contre-offensive. Le jeune et ambitieux officier royaliste Agustín de Iturbide infligea défaite sur défaite aux rebelles. Fin 1815, Morelos fut capturé. Il fut jugé, torturé et exécuté. Avant de mourir face au crucifix, il dit « Mon Dieu, si j'ai fait le bien, c'était ta volonté. » Il semblait désormais que le rêve de liberté fût à jamais brisé. Le plan Iguala et la naissance de l'Empire. Les combats se sont déplacés vers les montagnes. Les unités de guérilla, dirigées par Vicente Guerrero et Guadalupe Victoria, ont continué à résister, mais elles ne représentaient pas une menace sérieuse pour le régime. Tout a basculé en 1820. Une révolution libérale a éclaté en Espagne même. Cela a effrayé les conservateurs mexicains et l'Église. Ils ont compris que pour préserver leurs privilèges, ils devaient se séparer de l'Espagne. Et voici de nouveau Agustín de Iturbide, le même officier qui avait vaincu Morelos. Le gouvernement l'avait envoyé anéantir les derniers vestiges de la guérilla de Guerrero. Mais Iturbide, politicien rusé et calculateur, au lieu de la guerre, proposa à l'ennemi une alliance. En février 1821, dans la ville d'Iguala, d'anciens ennemis s'étreignirent. Le plan d'Iguala, où 3 garanties, fut proclamé. La religion, le catholicisme, l'indépendance et l'unité de tous les Mexicains. Ce fut un coup de génie. L'armée d'Iturbide traversa le pays en triomphe, ne rencontrant pratiquement aucune résistance. Le 27 septembre 1821, elle entra dans Mexico. La guerre, qui avait duré 11 ans, était terminée. Le Mexique était indépendant. C'était un immense État, le deuxième plus grand au monde après l'Empire russe. Il s'étendait du Panama jusqu'à l'actuel État de l'Oregon. Mais ses caisses étaient vides et son peuple divisé. Dans un élan d'euphorie, en mai 1922, Agustín de Iturbide se proclama empereur Agustín Ier. Il fut couronné avec faste, à l'instar de Napoléon, mais le conte de fées fut de courte durée. L'empereur dissout le Congrès, se lança dans des arrestations et dépensa ses dernières ressources en faste de cour, tandis que ses soldats restaient impayés. Son ancien camarade, le jeune général Antonio López de Santa Anna, se rebella contre lui. Il convient de retenir ce nom car Santa Anna allait devenir le maître du mal au Mexique pour les décennies à venir. En mars 1923, Iturbide fut contraint d'abdiquer et de fuir en Italie. Le premier empire mexicain s'effondra en moins d'1 an. Première République. Le Mexique devint une république. En 1924, une nouvelle constitution semblable à la constitution américaine fut adoptée. Le pays fut divisé en 19 États et le héros de guerre Guadalupe Victoria fut élu son premier président. Mais la paix ne vint pas. L'élite politique se divisa en 2 camps rivaux, dont le foyer, curieusement, était centré sur les loges maçonniques. Les Yorkinos, loge du rite d'York, défendaient la démocratie et les droits des États, tandis que les Escos, loge écossaise, prônaient un gouvernement central fort et la préservation des privilèges de l'Église. Profitant de ce chaos, l'Espagne décida de se venger. En juillet 1929, une armée espagnole débarqua sur la côte, espérant reprendre la colonie. Mais le général Santa Anna
se montra une fois de plus à la hauteur. Il mit en déroute les envahisseurs, confirmant ainsi son statut de sauveur de la patrie. Bien que l'Espagne n'ait reconnu l'indépendance du Mexique qu'en 1936, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le Mexique entrait dans l'âge adulte, une période qui allait se révéler tout aussi tumultueuse que sa naissance. De nombreux coups d'État, la perte de la moitié de son territoire et des guerres qui allaient redessiner la carte de l'Amérique du Nord telle que nous la connaissons aujourd'hui allaient pour l'accompagner. L'ère du chaos. Après son indépendance, le Mexique sombra dans le chaos. De 1824 à 1957, le pouvoir changea de main plus de 40 fois. Les présidents se succédèrent à un rythme effréné et les mutineries militaires devinrent monnaie courante. Le pays s'était divisé en deux camps. Les conservateurs rêvaient d'ordre, d'une église forte, voire d'une monarchie. Leurs adversaires, les libéraux, souhaitaient bâtir une république sur le modèle des États-Unis. Mais les libéraux eux-mêmes étaient divisés. Certains préconisaient des réformes douces et progressives, tandis que d'autres, les radicaux, exigeaient la fin immédiate de l'ancien système. Dans ce climat explosif, l'étoile du général Antonio López de Santana brillait de 1000 feux. Cet homme se considérait sincèrement comme le Napoléon du Mexique. Il occupa la présidence à 11 reprises. Tantôt libéral, tantôt conservateur, tantôt dictateur, ses principes variaient au gré des circonstances politiques. En 1933, son vice-président, Valentín Gómez Farías, tenta de mettre en œuvre des réformes audacieuses, la séparation de l'Église et de l'État et la réduction des privilèges de l'armée. Cela provoqua un tollé général. Santa Anna, qui avait auparavant simulé la maladie et s'était retranché dans sa propriété, guérit soudainement, organisa un coup d'État, destitua Farías et abrogea toutes les réformes. Il se proclama dictateur et dissout le Congrès. Perdre le Texas. Pendant ce temps, le désastre se préparait au nord du pays. Des colons américains affluaient vers le Texas, État peu peuplé. Le Mexique, dans un premier temps, les encouragea même en vendant des terres pour une bouchée de pain. Mais bientôt, les Américains furent plus nombreux que les Mexicains. Ils ne parlaient pas espagnol, étaient protestants et, surtout, possédèrent des esclaves. Lorsque le Mexique abolit l'esclavage en 1929, les colons texans se révoltèrent. Et lorsque Santa Anna abolit la fédération et commença à gouverner d'une main de fer, le Texas proclama son indépendance. La guerre avait commencé. Le 6 mars 1936, l'armée de Santa Anna prit d'assaut la forteresse d'Alamo, massacrant tous ses défenseurs. L'insurrection semblait écrasée. Le général était si sûr de la victoire qu'il se vanta même auprès des ambassadeurs britanniques et français que si les États-Unis intervenaient, il marcherait sur Washington et hisserait le drapeau mexicain sur le Capitole. Mais son orgueil causa sa perte. Le 21 avril, un événement incroyable se produisit près de la rivière San Jacinto. 600 Texans, sous le commandement de Sam Houston, attaquèrent soudainement le camp mexicain pendant la sieste. La bataille ne dura que 18 minutes. L'armée mexicaine se dispersa. Le Napoléon de l'Ouest en personne tenta de s'évader, déguisé en simple dragon, mais fut capturé. Pour sauver sa vie, il signa un traité humiliant reconnaissant l'indépendance du Texas. Le gouvernement mexicain refusa par la suite de reconnaître ce document, signé par un prisonnier, mais il était trop tard. Le Texas était perdu et, en 1945, il rejoignit les États-Unis. Guerre des confiseries. Avant même que le Mexique ait eu le temps de se remettre de l'humiliation texane, un nouveau désastre frappa, cette fois, d'une source inattendue. En 1938, un pâtissier français du nom de M. Remontel se plaignit au roi Louis-Philippe. Il affirma que, lors d'une des rébellions mexicaines, sa boutique à Mexico avait été pillée et réclama une compensation astronomique, 600 000 pesos. À titre de comparaison, un ouvrier gagnait alors un peso par jour.
La France, à qui le Mexique devait déjà des millions, saisit l'occasion. Le roi envoya une flotte qui bloqua les ports et exigea le paiement. Ainsi débuta la guerre que les historiens surnommèrent ironiquement la guerre des pâtisseries. L'amiral français Charles Baudin a réalisé un véritable tour de force. Ses navires se sont approchés du célèbre fort de San Juan de Ulúa, à Veracruz, réputé imprenable. Grâce à un puissant bombardement, ils ont fait sauter les poudrières et contraint la garnison à se rendre. C'était la première fois dans l'histoire qu'une escadre navale s'emparait à elle seule d'une forteresse aussi puissante. Et voici que notre infatigable Santa Anna réapparaît. Après sa disgrâce au Texas, il vécut dans le déshonneur, mais la guerre lui offrit l'occasion de se racheter. Il commanda les troupes mexicaines à Veracruz. Lorsque les Français débarquèrent des troupes dans la ville pour punir les Mexicains d'avoir violé la trêve, Santa Anna mena personnellement les soldats lors d'une contre-attaque. Au cours d'un échange de tirs dans les rues, il fut grièvement blessé à la jambe par de la mitraille. En l'absence de médecins à proximité, il fallut l'amputer. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait signifié la fin de sa carrière, mais pas pour lui. Santa Anna a transformé sa tragédie en un coup de pub. Il a solennellement enterré sa jambe amputée avec les honneurs militaires et a même fait ériger un monument à sa mémoire. Le peuple, ayant oublié le Texas, a de nouveau porté son héros en triomphe. La guerre s'est terminée par l'accord du Mexique pour rembourser la dette, y compris l'argent des gâteaux et le départ des Français. Le retour du dictateur. Au début des années 1940, Santa Anna redevint président, pour la 5e fois. Le pays était dévasté, les caisses de l'État vides et le peuple grondait. Mais le dictateur ne fit qu'accentuer son emprise. Il ferma les journaux, emprisonna les dissidents et augmenta les impôts. Son règne devint de plus en plus absurde et despotique. Mais le pire était encore à venir. De sombres nuages s'amoncelaient au nord. Les États-Unis d'Amérique, après avoir annexé le Texas, convoitaient les vastes étendues de la Californie et du Nouveau-Mexique. Une grande guerre se profilait, une guerre qui allait à jamais redessiner la carte du continent. Guerre et paix, mexicains. Pendant ce temps, les États-Unis, ayant déjà annexé le Texas, continuaient de convoiter le Mexique. Les colons américains pénétraient activement dans les provinces du Nord, Santa Fe, Chihuahua et Paso del Norte. Leur tactique était simple, peupler le territoire, puis, lorsque les nouveaux arrivants seraient plus nombreux que les autochtones, proclamer l'indépendance, comme ils l'avaient fait avec le Texas. Les premières tentatives de coup d'État échouèrent, mais les Américains ne se laissèrent pas décourager. En 1942, leur frégate s'empara même d'un port californien, sur simple rumeur de guerre entendue par le capitaine. Il n'y eut pas de guerre, mais les habitants adoptèrent le drapeau américain avec enthousiasme. Pendant ce temps, le chaos régnait au Mexique même. Le général Santa Anna avait une fois de plus dilapidé les caisses de l'État, accumulé les dettes et renforcé sa dictature. Mais la patience du peuple avait atteint ses limites. En 1944, une rébellion chassa le Napoléon de l'Ouest de la présidence. Il s'enfuit dans les montagnes et fut capturé par des Indiens qui, soit dit en passant, voulaient le faire bouillir et le manger comme un tamal, un plat traditionnel, mais fut finalement exilé à Cuba. Guerre contre les États-Unis. En 1945, les États-Unis annexèrent officiellement le Texas. Le Mexique était furieux. Washington envoya son ambassadeur John Slidell avec une proposition « Cédez-nous la Californie et le Nouveau-Mexique et nous annulerons vos dettes. » Les Mexicains refusèrent catégoriquement. Le président américain James Polk décida alors d'agir par la force. Il envoya le général Zachary Taylor dans la zone contestée près du Rio Grande. Les Mexicains ouvrirent le feu. C'était ce que Washington attendait. Le 12 mai 1946, le Congrès déclara la guerre. Les Américains progressèrent rapidement.
Taylor prit la ville de Monterrey après de sanglants combats de rue. Pendant ce temps, un autre coup d'État eut lieu au Mexique et Santa Anna reprit le pouvoir. Oui, c'était bien lui. Il était revenu d'exil, promettant de sauver sa patrie. En février 1947, les deux armées s'affrontèrent à Buena Vista. Santa Anna disposait de 18 000 soldats, mais ils étaient épuisés par la soif et la faim après avoir traversé le désert. Les Américains étaient 3 fois moins nombreux. La bataille fut brutale. Les Mexicains faillirent l'emporter, perçant le flanc ennemi. Mais le soir venu, Santa Anna ordonna soudainement la retraite, prétextant un manque de munitions. Tandis que Taylor poursuivait son offensive depuis le nord, les Américains ouvrirent un second front. Le général Winfield Scott débarqua des troupes à Veracruz, la première opération amphibie d'envergure de l'histoire américaine. La ville capitula après un bombardement. Scott marcha ensuite sur Mexico, suivant les traces de Cortés. En septembre 1947, les Américains approchaient de la capitale. Le dernier bastion était le château de Chapultepec, perché sur une colline. Il était défendu par des cadets de l'académie militaire, des adolescents surnommés au Mexique « Los Niños Heroes », les enfants héros. La légende raconte que le dernier d'entre eux, Juan Escutia, s'enveloppa dans le drapeau mexicain et se jeta du haut des remparts pour empêcher qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi. Le 14 septembre, les Américains entrèrent dans Mexico. Santa Anna prit la fuite. Le 2 février 1948 devint un jour noir dans l'histoire du pays. Le traité de Guadalupe-Hidalgo fut signé. Le Mexique perdit la moitié de son territoire. La Californie, l'Arizona, le Nevada, l'Utah et une partie du Colorado. En échange, il reçut la somme dérisoire de 15 millions de dollars. Benito Juárez et la guerre de réforme. Après une telle humiliation, le pays avait besoin de changement. Et ce changement est arrivé sous les traits d'un homme à l'opposé de Santa Anna. Benito Juárez, un zapotèque de pure souche, orphelin, qui n'apprit l'espagnol qu'à l'âge de 12 ans. Il devint avocat, gouverneur et figure de proue du libéralisme. Juárez et ses associés lancèrent la réforme. Ils promulguèrent des lois qui sapaient les privilèges de l'Église et de l'armée. La plus controversée fut la loi Lerdo, qui contraignait l'Église et les communautés indigènes à vendre leurs terres. Les libéraux souhaitaient créer une classe de propriétaires privés, comme aux États-Unis, mais en réalité, cela pénalisa les paysans ordinaires. En 1957, une nouvelle constitution ultralibérale fut adoptée. L'Église l'anathématisa, le pape la condamna. Les conservateurs se rebellèrent. Une guerre civile, connue sous le nom de guerre de la Réforme, éclata. Pendant 3 ans, le Mexique s'est souillé de sang. Les conservateurs disposaient des meilleurs généraux, comme le jeune et talentueux Miguel Miramón, et de l'argent de l'Église. Juárez bénéficiait du soutien populaire et contrôlait les douanes de Veracruz. Finalement, en janvier 1961, les troupes de Juárez entrèrent dans Mexico. Mais la victoire fut à la Pyrrhus. Le trésor public était vide. Le pays était en faillite. L'aventure française acculée, Juárez se retrouva en défaut de paiement de ses dettes extérieures. Ce fut une aubaine pour l'empereur français Napoléon III, qui rêvait de créer un empire fantoche au Mexique afin d'endiguer l'influence grandissante des États-Unis. En 1961, 3 puissances, la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne, débarquèrent à Veracruz. Elles étaient recouvrées des dettes. Mais Juárez accomplit des prouesses diplomatiques. Il convainquit les Britanniques et les Espagnols que les dettes seraient remboursées, et ils repartirent. Les Français, eux, restèrent. Napoléon ne voulait pas d'argent, il voulait le pouvoir. L'armée française, alors considérée comme la meilleure du monde, marcha sur Mexico. Le 5 mai 1962, date célèbre du Cinco de Mayo, elle atteignit les abords de Puebla. Le général français Lawrence était si sûr de la victoire qu'il ne procéda même pas
à une reconnaissance. Mais les Mexicains, sous le commandement du général Ignacio Zaragoza, opposèrent une résistance acharnée. Les zouaves d'élite prirent d'assaut les fortifications à plusieurs reprises, mais furent repoussés. Finalement, les Français, ayant perdu des centaines d'hommes, prirent la fuite. Ce fut un camouflet pour Napoléon. Il envoya des renforts, 30 000 soldats. Après un long siège, Puebla finit par tomber. La route vers Mexico était ouverte. Juárez fut contraint d'abandonner à nouveau la capitale et de mener une guérilla dans le nord. À Mexico, on se préparait à accueillir le nouvel empereur que Napoléon amenait d'Europe. Il s'agissait de l'archiduc Maximilien d'Autriche, un romantique, un rêveur et une victime d'un grand jeu politique. La défaite française à Puebla, le 5 mai, se retourna contre lui. D'un côté, elle offrit aux Mexicains un jour férié national et une source de fierté. De l'autre, elle blessa l'orgueil de Napoléon III. C'était désormais une question d'honneur pour lui. Un nouveau commandant, le général Élie-Frédéric Fauré, fut envoyé au Mexique et le corps d'armée français atteignit 28 000 hommes. Parallèlement à l'armée régulière, des mercenaires devenus légendaires, la Légion étrangère française, arrivèrent au Mexique. C'est là, sur le sol mexicain, que naquit leur principale tradition militaire. Le 30 avril 1863, une compagnie de légionnaires escortait un convoi d'or. À l'Hacienda Cameron, à 50 miles de Veracruz, 62 légionnaires, sous le commandement du capitaine Jean d'Anjou, manchot, se heurtèrent à 2000 guérilleros mexicains. Ce fut un massacre, non une bataille. Les légionnaires se battirent toute la journée, sans eau, sous un soleil de plomb. Le capitaine d'Anjou mourut, mais ses hommes refusèrent de se rendre. Le soir venu, il n'en restait plus que 3. À court de munitions, ils fixèrent leurs baïonnettes et lancèrent un ultime assaut. Émerveillés par leur bravoure, les Mexicains cessèrent le feu et leur laissèrent la vie sauve. Un officier mexicain déclara alors « On ne refuse rien à des hommes comme ceux-là ». Depuis, le Cameron Day est la principale fête de la Légion étrangère. Mais l'héroïsme de certains soldats ne put arrêter la machine française. Le 31 mai 1963, le gouvernement de Benito Juárez quitta Mexico. Commença la période de la République nomade. Le président parcourut le pays dans sa célèbre calèche noire, emportant avec lui les archives et le drapeau national. Les Français entrèrent dans la capitale. Le général Fauré réunit aussitôt un conseil de conservateurs locaux qui, comme par magie, proclamèrent le Mexique empire et offrirent la couronne à l'archiduc autrichien Maximilien de Habsbourg. Ce fut une aventure étrange. Maximilien ne parlait même pas espagnol. Mais Napoléon III le persuada que le peuple mexicain rêvait de le voir sur le trône. Maximilien, romantique et rêveur, y crut. Il souhaitait sincèrement rendre ses nouveaux sujets heureux. En 1864, le nouvel empereur arriva au Mexique. En échange du trône, il signa un traité d'esclavage, reconnaissant ses énormes dettes envers la France. Maximilien s'efforçait de s'intégrer. Il portait des vêtements mexicains, mangeait de la nourriture locale et tenta même d'introduire des réformes libérales, ce qui exaspéra les conservateurs qui l'avaient invité. Mais pour la plupart des Mexicains, il demeurait un étranger, une marionnette maintenue en place uniquement par les baïonnettes françaises. Le véritable pouvoir ne résidait pas entre ses mains, mais entre celles du maréchal français François Achille Bazaine. Ce dernier, un guerrier aguerri ayant combattu en Algérie et en Crimée, traqua les guérilleros de Juárez à travers le pays, sans parvenir à les anéantir. La guerre se transforma en cauchemar. À l'automne 1965, Bazin promulgua le tristement célèbre « Décret noir ». Ce décret stipulait que tout Mexicain trouvé en possession d'une arme serait exécuté sans procès. Des milliers de personnes furent exécutées. En représailles, les républicains cessèrent également de faire des prisonniers. La guerre devint une guerre d'extermination, mais le temps jouait contre l'Empire.
La guerre de sécession américaine était terminée et Washington exigeait avec fermeté le retrait des troupes françaises du continent. La Prusse gagnait en puissance en Europe, menaçant la France elle-même. Napoléon III comprit que la partie mexicaine était perdue. Il annonça le retrait de ses troupes. L'épouse de Maximilien, l'impératrice Charlotte, ou Carlota comme on l'appelait au Mexique, se précipita en Europe pour implorer de l'aide. Mais Napoléon refusa de la recevoir et le pape se contenta de hausser les épaules. Désespéré, la malheureuse sombra dans la folie. Maximilien se retrouva seul. Les Français se retirèrent. En mai 1967, les restes de l'armée impériale furent encerclés dans la ville de Querétaro. L'empereur fut trahi par ses propres officiers et fait prisonnier. Des monarques de toute l'Europe, l'écrivain Victor Hugo et même Giuseppe Garibaldi, plaidèrent pour sa grâce. La princesse Agnès Salm-Salm implora Benito Juárez à genoux. Mais les Indiens de fer resta inflexible. Il déclara « Je ne peux pardonner. Ce n'est pas moi qui en ai besoin, c'est le Mexique, afin que nul n'ose plus jamais porter atteinte à notre indépendance. » Le 19 juin 1967, Maximilien, accompagné de 2 généraux fidèles, Miramón et Mejía, se présenta devant un peloton d'exécution sur la colline des Cloches. Il fit preuve d'une grande dignité. Il céda la place d'honneur au centre au général Miramón, distribua des pièces d'or aux soldats et leur demanda de viser le cœur. Ses dernières paroles furent « Vive le Mexique !» La nouvelle choqua l'Europe. À Paris, où l'exposition universelle battait son plein, l'empereur Napoléon reçut un télégramme annonçant l'exécution directement au théâtre. Les festivités furent gâchées et le prestige de la France fut mortellement affecté. Le 15 juillet 1967, Benito Juárez fit un retour triomphal à Mexico. Il entra de nouveau dans la ville à bord de son ancien carrosse noir. Arrivé au balcon du palais, il déploya le drapeau même qu'il avait protégé pendant toutes ces années. La République était victorieuse. Juárez, devenu un héros national, entreprit des réformes. Il instaura l'enseignement primaire gratuit, sépara l'Église et l'État et réduisit les effectifs de l'armée. L'opposition le qualifia de socialiste, mais il resta inflexible, affirmant que son objectif était le bien-être du travailleur. Un exemplaire du manifeste du Parti communiste fut même retrouvé dans sa bibliothèque. Cependant, la paix au Mexique est un concept fragile. En 1971, Juárez décida de se représenter aux élections. Cela provoqua une vive polémique. Il fut opposé au général Porfirio Díaz, héros de la guerre contre les Français, sous le slogan « Pas de réélection ». Une rébellion éclata, que Juárez parvint à réprimer, mais la santé du président se détériora. Le 18 juillet 1972, il mourut d'une crise cardiaque à son bureau. Le pays fut plongé dans le deuil. Une figure emblématique s'éteignait, un homme qui avait prouvé que le droit primait sur la force. Sebastián Lerdo de Tejada, intellectuel, érudit et ancien allié de Juárez, devint président. Brillant avocat, il était en revanche un piètre homme politique. Trop franc et arrogant pour la politique mexicaine, il était mal aimé des militaires et haï des Américains. Il gouverna pendant 4 ans, s'efforçant de suivre l'exemple de Juárez. En 1976, Lerdo annonça sa candidature à un second mandat. La patience du général Porfirio Díaz finit par s'épuiser. Malgré sa défaite face au grand Juárez lors de la précédente élection, il n'était pas prêt à céder face à Lerdo, qu'il qualifiait de intellectuel. Díaz lança une rébellion qui allait transformer à jamais le visage du Mexique et instaurer l'une des plus longues dictatures de l'histoire. Porfiria, âge d'or et pauvreté. Dans les années 1870, le Mexique était las des guerres interminables. Le pays avait besoin d'un dirigeant fort et il l'obtint. En 1876, le général Porfirio Díaz accéda au pouvoir. Il régna sur le pays pendant plus de 30 ans. Cette période fut appelée le Porfiria. Díaz était un pragmatique impitoyable. Il conclut un accord avec l'Église, soumit les généraux
et ouvrit la porte aux capitaux étrangers. Américains et Britanniques construisirent des chemins de fer et extrayèrent du pétrole et de l'argent. L'économie connut une croissance fulgurante. Le Mexique devint le premier producteur mondial d'argent. Mais il y avait un revers à la médaille. Díaz lui-même déclara « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis. Le pays s'enrichit, mais le peuple s'appauvrit. Paysans et autochtones perdirent leurs terres et devinrent des ouvriers agricoles dépossédés de leurs droits. Tout le pouvoir et l'argent étaient concentrés entre les mains d'une poignée de propriétaires terriens et d'étrangers. C'était le calme avant la tempête. » Le début de la Révolution. En 1910, Díaz, alors âgé de 80 ans, se proclama de nouveau président. Mais la patience avait atteint ses limites. Le chef de l'opposition libérale, Francisco Madero, intellectuel et démocrate, appela la nation à la révolte. La date fut fixée avec précision, le 20 novembre. Ainsi débuta la Grande Révolution mexicaine qui allait faire, selon diverses estimations, jusqu'à 2 millions de morts. Le vieux dictateur ne put résister. Des rébellions éclatèrent dans tout le pays. Au nord, l'ancien bandit Pancho Villa se souleva, au sud, le leader paysan Emiliano Zapata. En mai 1911, Díaz, comprenant que la partie était perdue, embarqua pour la France emportant avec lui ses paroles prophétiques « Madero a lâché le tigre, voyons s'il peut le dompter ». Madero devint président, mais il ne parvint pas à maîtriser la colère populaire. Il accorda la liberté d'expression au peuple, mais omitta de lui donner l'essentiel, la terre. Les paysans de Zapata, n'ayant obtenu aucune réforme, reprirent les armes et traitèrent Madero de traître. Décennie de tragédie. Le général Victoriano Huerta profita de la faiblesse du gouvernement. En février 1913, il organisa un coup d'État. Au cours des 10 jours de combat à Mexico, connu sous le nom de décennie tragique, le président Madero fut renversé et sauvagement assassiné d'une balle dans la nuque alors qu'il était conduit en prison. L'assassinat de l'apôtre de la démocratie a secoué le pays tout entier. Tous se sont unis contre l'usurpateur Huerta, le gouverneur libéral Venustiano Carranza, les armées paysannes de Villa et de Zapata, et le talentueux général Álvaro Obregón. Une guerre civile sanglante éclata. Les combats les plus acharnés eurent lieu dans la ville de Zacatecas. Pancho Villa et sa légendaire Division Nord prirent d'assaut la ville, perdant des milliers de soldats, mais anéantissant l'élite de l'armée de Huerta. Le dictateur s'enfuit du pays, mais la victoire sur l'ennemi commun n'apporta pas la paix. Les vainqueurs se brouillèrent aussitôt. Carranza souhaitait des réformes modérées, tandis que Villa et Zapata exigeaient une redistribution immédiate des terres. À l'automne 1914, les généraux révolutionnaires tentèrent de parvenir à un accord lors de la Convention, mais finirent par se brouiller complètement. Le pays était divisé. Carranza se retrancha à Veracruz, tandis que les armées paysannes de Villa et Zapata occupaient Mexico. Les historiens décrivent une scène surréaliste. 2 figures populaires, le centaure du Nord, Villa, et le chef du Sud, Zapata, assis au palais présidentiel. Villa alla même jusqu'à s'asseoir, par plaisanterie, dans le fauteuil présidentiel, mais ils étaient incapables de gouverner le pays. Ils quittèrent bientôt la capitale pour combattre sur leurs territoires respectifs. Le déclin des héros populaires. Le moment décisif survint au printemps 1915. La bataille de Celaya opposa 2 forces, la cavalerie féroce de Villa et la tactique réfléchie du général Obregón. Ce dernier, fort de son expérience de la Première Guerre mondiale, utilisa des barbelés et des mitrailleuses. Les charges audacieuses de la cavalerie villiste furent brisées par les fortifications modernes. Villa fut mis en déroute. Il était redevenu guérillero. Furieux contre les États-Unis pour leur soutien à Carranza, Villa lança un raid audacieux sur la ville américaine de Columbus. En représailles,
les Américains envoyèrent une expédition punitive du général Pershing au Mexique. 10 000 soldats américains poursuivirent Villa à travers les montagnes, mais ne parvinrent pas à capturer l'insaisissable guérillero. Parallèlement, en 1917, une nouvelle constitution mexicaine fut adoptée, l'une des plus progressistes au monde à l'époque. Elle garantissait les droits des travailleurs, séparait l'Église et l'État et restituait les ressources naturelles au peuple. Mais la Révolution continua de dévorer ses enfants. En 1919, Emiliano Zapata fut assassiné. Il tomba dans un piège. Un colonel du gouvernement feignit de faire défection. Lorsque Zapata arriva à l'hacienda pour négocier, au son du clairon, des soldats, alignés sous prétexte de lui rendre honneur, l'abattirent à bout portant. En 1920, Venustiano Carranza mourut lui-même, assassiné lors d'une nouvelle rébellion menée par ses anciens camarades. Le dernier vainqueur, le général Álvaro Obregón, accéda au pouvoir. Et Pancho Villa? Après la mort de Carranza, il fit la paix avec le nouveau gouvernement. On lui offrit un grand ranch, Canutillo, où il s'installa avec ses anciens combattants et mena une vie paisible de fermier. La guerre semblait terminée pour lui. La légende de Pancho Villa. Qui était cet homme devenu le symbole de la Révolution mexicaine? Son vrai nom était José Doroteo Arango Arambula. Né dans une famille pauvre, il connut les difficultés dès son plus jeune âge. Il ne savait pas lire, mais c'était un excellent cavalier et un tireur d'élite. Sa vie de hors-la-loi commença à l'âge de 16 ans. La légende raconte que le fils du propriétaire du domaine tenta de violer sa sœur. Le jeune Doroteo s'empara d'un revolver, tira sur l'agresseur à la jambe et s'enfuit dans les montagnes. Il se lia alors avec une bande de brigands. Le chef de la bande, mourant de ses blessures, lui confia le commandement et son nom. Ainsi, Doroteo Arango disparut et Francisco Pancho Villa vit le jour. Avant la Révolution, c'était un simple bandit, mais la rumeur populaire fit de lui un Robin des Bois mexicain. On disait qu'il volait les riches pour aider les pauvres. Il y avait du vrai là-dedans. Villa était véritablement généreux envers le peuple, car il était l'un des leurs. Lorsque la Révolution éclata, ce paysan illettré se révéla un génie. Il créa la Division du Nord, l'armée la plus puissante de la guerre. Il bénéficiait d'un renseignement exceptionnel, car chaque berger et chaque ouvrier agricole étaient ses yeux et ses oreilles. Il était cruel, colérique, mais incroyablement charismatique. Il ne buvait pas d'alcool, chose rare au Mexique, et adorait la crème glacée. Il pouvait exécuter un traître de ses propres mains et, un instant, pleurer sur le sort d'un orphelin. Son armée jouissait d'un ordre remarquable. Il pouvait imprimer sa propre monnaie pour nourrir ses soldats ou réquisitionner des trains, les transformant en hôpitaux et quartiers généraux mobiles. Sa vie ressemblait à un roman d'aventure. Il fut gouverneur, général, partisan et même star de cinéma. Il signa un jour un contrat avec un studio hollywoodien, les autorisant à filmer ses batailles, et on raconte qu'il retardait même les attaques jusqu'au lever du jour pour obtenir une bonne prise de vue. L'histoire de Pancho Villa, à l'instar de celle de toute la Révolution mexicaine, est marquée par le sang, la trahison et un immense espoir. C'était une époque où des gens ordinaires comme Villa et Zapata ont osé défier des siècles d'oppression et ont changé à jamais le destin de leur pays. Pancho Villa, le crépuscule d'une légende. En décembre 1914, Pancho Villa, allié à Emiliano Zapata, occupa brièvement Mexico, mais ils ne parvinrent pas à se maintenir au pouvoir. Villa était un génie de la guérilla, mais en tant que commandant d'une armée régulière, il subit des défaites. En 1915, lors de la bataille de Celaya, le général Obregón, grâce à l'utilisation de mitrailleuses et de tranchées, mit en déroute sa cavalerie. Mais Villa ne se laissa pas abattre. En mars 1916, il accomplit un acte inédit au XXe siècle. Il attaqua les États-Unis sur leur propre sol. Son unité prit d'assaut la ville de Columbus,
au Nouveau-Mexique. L'opération ne fut pas un succès militaire, seuls 17 Américains furent tués, mais son impact politique fut colossal. Le président américain Woodrow Wilson, furieux, dépêcha une expédition punitive du général Pershing au Mexique. Pendant près d'un an, 10 000 soldats américains, appuyés par des véhicules blindés et des avions, poursuivirent Villa à travers les montagnes, sans parvenir à capturer l'insaisissable Pancho. En 1920, après la mort de Carranza, Villa fit la paix avec le nouveau gouvernement. On lui attribua le somptueux ranch de Canutillo, où il s'installa avec ses anciens combattants. L'ancien général redoutable devint un agriculteur prospère. Il ouvrit une école pour les enfants des paysans, se constitua un harem de maîtresses et s'adonna même au combat de coqs. Mais cette vie paisible fut de courte durée. Villa était trop dangereux. Il déclara ouvertement qu'il pourrait revenir à la politique. Le 20 juillet 1923, alors que Villa se rendait à Parral pour affaire au volant de sa Dodge, sa voiture fut prise en embuscade. Les assassins criblèrent le véhicule de balles, tirant plus de 40 fois. 9 balles d'homme-d'homme atteignirent Villa, le tuant sur le coup. Cette balle fatale en pleine tête mit fin à la vie de cette légende. Même après sa mort, Pancho ne trouva pas la paix. 3 ans plus tard, sa tombe fut ouverte et sa tête avait été tranchée. Le crâne du légendaire révolutionnaire disparut. La rumeur court qu'il aurait été acheté pour 25 000 $ par un mercenaire américain mandaté par la société secrète Skull and Bones de l'université de Yale. On raconte que le crâne de Pancho Villa est toujours conservé à leur quartier général, à côté de celui du chef Apache Geronimo. L'ère d'Iron Man. Après la mort des leaders populaires, des généraux pragmatiques s'emparèrent du pouvoir au Mexique. Álvaro Obregón, Mancho, ayant perdu son bras au combat contre Villa, gouverna d'abord, puis fut remplacé par le grand leader, Plutarco Elias Calles. Calles lança une guerre brutale contre l'Église. Le port de la soutane en public fut interdit aux prêtres et les églises fermées. En réaction, une révolte de Cristerios éclata. Des paysans catholiques partirent au combat en criant « Vive le Christ roi !» Cette guerre fit 90 000 victimes. Mais le dirigeant le plus étonnant de cette époque fut Lázaro Cárdenas. Il accéda au pouvoir en 1934 comme protégé de Cal, mais envoya rapidement son mentor en exil. Cal fut d'ailleurs arrêté alors qu'il lisait Mein Kampf. Cárdenas a fait plus pour le peuple que tous les révolutionnaires réunis. Il a distribué 18 millions d'hectares de terres aux paysans, créé de puissants syndicats et surtout, en 1938, il a nationalisé le pétrole, chassant ainsi les compagnies américaines et britanniques du pays. Ce fut une décision audacieuse qui faillit déclencher une guerre, mais les Mexicains célèbrent encore aujourd'hui la nationalisation du pétrole comme un jour férié. Trotsky, Frida et Diego, c'est Cárdenas qui offrit refuge au démon de la Révolution, Léon Trotsky. Expulsé d'URSS et persécuté à travers l'Europe, Trotsky arriva au Mexique en 1937. Il fut recueilli par le couple bohème le plus célèbre du Mexique, les artistes Diego Rivera et Frida Kahlo. Ils hébergèrent Trotsky dans leur maison bleue du quartier de Coyoacán. Frida Kahlo était une femme au destin hors du commun. Dans sa jeunesse, elle fut victime d'un terrible accident. Un tramway entra en collision avec un bus et une barre de fer la transperça. Miraculeusement, elle survécut, subit des dizaines d'opérations et souffrit de douleurs tout au long de sa vie qu'elle exprima dans ses peintures. Son mari, Diego Rivera, était un monumentaliste de génie, un communiste et un coureur de jupons invétéré. Leur mariage était comparé à l'union d'un éléphant et d'une colombe. Ils s'aimaient passionnément, avec une intensité presque douloureuse, et se trompaient sans cesse. L'arrivée de Trotsky attisa les passions. Le révolutionnaire, presque sexagénaire, tomba amoureux de la flamboyante mexicaine comme un adolescent.
Ils échangeaient des notes dans des livres et flirtaient en public. Trotsky appelait Frida « ma bien-aimée » et elle lui offrit un autoportrait dédicacé. L'affaire fut brève, mais fit grand bruit. L'épouse de Trotsky, Natalia Sedova, lui lança un ultimatum et le vieux bolchevique fut contraint de céder. Rivera, apprenant la liaison, rompit avec Trotsky, alors même qu'il avait trompé Frida avec sa propre sœur. Trotsky finit par quitter la Maison Bleue et transforma sa nouvelle demeure en une véritable forteresse. Mais cela ne le sauva pas. Le 20 août 1940, l'agent du NKVD Ramón Mercader, qui s'était infiltré en se faisant passer pour le fiancé du secrétaire, lui fracassa le crâne à coups de pic à glace. Le Mexique de cette époque était un lieu fascinant. Ici, les destins des chefs indiens et des exilés européens, des grands artistes et des dictateurs brutaux s'entremêlaient. C'était un pays où la vie était bon marché, mais vécue intensément, comme dans les tableaux de Frida Kahlo. Forteresse assiégée. Sa liaison avec Frida Kahlo prit fin et Trotsky fut contraint de quitter la Maison Bleue. Lui et sa fidèle épouse, Natalia Sedova, s'installèrent dans une nouvelle maison rue Vieno, en périphérie de Mexico. L'argent nécessaire à l'achat, 17 000 pesos, leur fut fourni par un libraire d'Odessa. Ce n'était plus une simple demeure, mais une véritable forteresse. Porte d'acier, hauts murs, miradors. L'homme qui avait jadis commandé des armées de millions d'hommes élevait désormais des lapins et écrivait des articles, vivant dans la crainte constante. Il le savait, la chasse avait commencé. Les nouvelles d'Europe étaient toutes plus terrifiantes les unes que les autres. À Paris, son fils, Lev Sedov, mourut dans des circonstances mystérieuses après une opération. En URSS, un autre fils, Sergueï, son frère Alexandre, sa première épouse et presque tous ses proches furent exécutés. Trotsky se retrouva seul. Première frappe, l'attaque de Siqueiros, le NKVD a mis au point une opération pour éliminer l'ennemi numéro 1. La première tentative a été confiée non pas à un assassin professionnel, mais au célèbre muraliste mexicain et fervent stalinien David Alfaro Siqueiros. Dans la nuit du 24 mai 1940, des voitures remplies d'hommes en uniforme de police s'arrêtèrent devant la maison de Trotsky. Siqueiros était parmi eux. Le gardien Robert Sheldon Hart, qui se révélera plus tard être un traître ou un agent, ouvrit le portail. Les assaillants firent irruption dans la cour et ouvrirent le feu. Ils tirèrent de plus de 200 balles dans la chambre de Trotsky. Siqueiros et ses hommes, après avoir bu pour se donner du courage, tirèrent à travers les portes closes, dans l'obscurité, sans viser. Trotsky dut son salut à un miracle et à la réaction de sa femme. Natalia le poussa du lit et le plaqua au sol, le protégeant de son corps. Les balles criblèrent les murs et le lit, mais le vieux couple survécut. Seul leur petit-fils, Seva, fut légèrement blessé. Les assaillants, convaincus d'avoir atteint leur but, prirent la fuite. Cet échec provoqua la fureur de Moscou. Siqueiros fut arrêté, mais devint par la suite un artiste de renommée mondiale. Le garde du corps de Hart, qui avait laissé entrer les assassins, fut retrouvé mort. Ses propres hommes avaient éliminé le témoin. Trotsky, jusqu'à la fin, refusa de croire à la trahison de Hart et fit même ériger une plaque commémorative en son honneur, accusant Staline de meurtre. Opération Duck. Après l'échec du raid très médiatisé, le NKVD est passé au plan B. L'opération a été baptisée Duck. Cette fois, tout reposait sur un seul homme, l'agent Ramón Mercader. Il était l'espion idéal. Espagnol, fils de la communiste fanatique Caridad Mercader, qu'il avait elle-même recruté, il avait suivi une formation de sabotage à Moscou et combattu en Espagne pendant la guerre. Beau, charmant et polyglotte. Sous l'identité de l'homme d'affaires canadien Frank Jackson, il séduisit Sylvia Agloff, la discrète secrétaire de Trotsky. Grâce à elle, il gagna la confiance du prophète en personne. Il se tenait à l'écart de la politique, offrant des cadeaux,
invitant ses gardes à dîner et les promenant en voiture. Trotsky s'habitua à la serviabilité de ce jeune homme. Journée du piolet. Le jour fatidique arriva le 20 août 1940. Il faisait une chaleur torride à Mexico, mais Mercader vint voir Trotsky, vêtu d'un imperméable et d'un chapeau. Les gardes le laissèrent entrer sans fouille. Après tout, il était l'un des leurs. Sous son imperméable se cachait un pistolet, un poignard et un pic à glace aux manches raccourcies. Mercader déclara avoir apporté un nouvel article et souhaitait connaître l'avis de son maître. Trotsky l'invita dans son bureau. Lorsque le vieil homme s'assit pour lire le manuscrit, Mercader se plaça derrière lui, sortit un pic à glace et frappa violemment Trotsky à l'arrière de la tête. Le tueur s'attendait à ce que sa victime meure sur le coup et en silence. Mais Trotsky poussa un cri terrifiant que Mercader n'oublierait jamais. Le révolutionnaire blessé se releva d'un bond, empoigna le tueur et le mordit même au bras. Alertés par les cris, les gardes se précipitèrent à l'intérieur. Ils jetèrent en Mercader à terre et commencèrent à le frapper à coups de crosse. Le tueur hurla en français « Ils m'ont forcé, ils retiennent ma mère en otage, tuez-moi !» Malgré son abondante hémorragie, Trotsky trouva la force d'arrêter le massacre. « Ne le tuez pas, il doit tout dire !» Trotsky fut transporté à l'hôpital. Il vécut un jour de plus et mourut le 21 août à 19 heures. Ses dernières paroles furent qu'il pressentait la fin. Le destin d'un tueur. La mère de Mercader et le chef de station soviétique Leonid Eitingon attendaient dans une voiture garée dans une rue voisine. Comprenant que son fils avait été capturé, Caridad s'enfuit à Cuba, puis à Moscou, où elle reçut l'ordre de Lénine des mains de Kalinine. Ramon Mercader s'est révélé un adversaire coriace. Battu et torturé dans une prison mexicaine, il n'a jamais avoué travailler pour l'URSS. Il a maintenu sa version des faits. Il aurait tué par jalousie, car Trotsky s'immisçait dans son mariage avec Sylvia. Il a été condamné à 20 ans de prison, la peine maximale au Mexique. Il purgea sa peine en entier, dans des conditions relativement confortables. Il avait même une télévision dans sa cellule. Ce n'est qu'en 1960 qu'il fut libéré et émigra en URSS. Là-bas, il reçut secrètement le titre de Héros de l'Union soviétique, une étoile d'or et un passeport au nom de Ramon Ivanovitch Lopez. On lui attribua un appartement à Moscou et une datcha. Mais la vie dans ce paradis socialiste le désillusionna. Il ne comprenait pas les lignes rouges et les pénuries soviétiques, et lorsqu'il apprit que son supérieur, le général Eitingon, était en prison, il commença à poser des questions embarrassantes. Finalement, il partit pour Cuba, où il mourut en 1978. Ses cendres furent rapatriées à Moscou et inhumées au cimetière de Kuntsevo sous une fausse identité. Épilogue. Léon Trotsky est enterré dans la cour de sa maison à Coyoacán, sous une simple stèle ornée d'une faucille et d'un marteau. L'affaire de l'arme du crime a connu un rebondissement inattendu au XXIe siècle. En 2005, la fille d'un policier mexicain a affirmé être en possession du pic à glace. Son père l'aurait dérobé dans la salle des scellés pour la postérité. Elle a proposé de le racheter au petit-fils de Trotsky, Vsevolod Volkov. Des analyses ADN ont confirmé que l'acier rouillé contenait bien le sang d'un des leaders de la Révolution d'Octobre. Ainsi s'acheva ce grand drame mexicain, où s'entremêlèrent les destins des dictateurs et des artistes, des héros et des traîtres, et où chaque pierre témoigne de l'histoire de la lutte pour la liberté. Le Mexique, pendant la Seconde Guerre mondiale, les aigles aztèques. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le Mexique, comme tous les voisins des États-Unis, proclama sa neutralité, mais la guerre atteignit ses côtes. En mai 1942, des sous-marins allemands coulèrent 2 pétroliers mexicains dans le golfe du Mexique. L'Allemagne refusa même de présenter des excuses. La patience avait atteint ses limites. Le 22 mai 1942, le président Manuel Ávila Camacho déclara la guerre aux puissances de l'Axe. Le Mexique a contribué bien plus que par du pétrole et des métaux.
Il a envoyé ses meilleurs éléments au front, le 209e escadron, surnommé les Aigles Aztèques. 33 pilotes et 270 mécaniciens, formés aux États-Unis, ont été déployés dans le Pacifique pour libérer les Philippines de l'occupation japonaise. Bien sûr, il s'agissait d'une participation symbolique. Les Mexicains pilotaient des avions américains, souvent incapables de comprendre les instructions radio en anglais, mais ils se battirent avec bravoure. Ils effectuèrent près de 800 sorties de combat. Les pilotes rentrèrent chez eux en héros nationaux. Mais le principal avantage de la guerre pour le Mexique ne fut pas la gloire militaire, mais l'argent. Le pays fournit aux États-Unis tout ce dont ils avaient besoin, et les dollars commencèrent à affluer. Ce fut le début de ce que les historiens appelleraient le miracle économique mexicain. Mirage pétrolier. Après la guerre, le Mexique a connu une transformation rapide. Des usines ont été construites, les villes se sont développées. En 1969, le métro de Mexico a été inauguré. Le pays semblait alors un bastion de stabilité en Amérique latine. À la fin des années 1970, le destin semblait offrir aux Mexicains un billet de loterie. Le gigantesque gisement pétrolier de Cantarell fut découvert dans la baie de Campeche. Le pétrole jaillissait à flot. Les cours mondiaux du pétrole atteignirent des sommets. Le président López Portillo déclara fièrement « Notre plus grand défi est désormais d'apprendre à gérer l'abondance ». Enivrés par les pétrodollars, les autorités se sont lancées dans des dépenses somptuaires, contractant d'énormes emprunts garantis par la production future. Mais comme souvent, le conte de fées a pris fin brutalement. Au début des années 1980, les prix du pétrole se sont effondrés. Le Mexique s'est retrouvé pris au piège de la dette. Le peso s'était dévalué des centaines de fois. Inflation, chômage, pauvreté, le miracle économique s'était volatilisé. L'ère du néolibéralisme et de l'ALENA. Pour sauver le pays, un changement de cap s'imposait. À la fin des années 1980, des technocrates menés par Carlos Salinas de Gortari arrivèrent au pouvoir. Ils lancèrent une privatisation massive et ouvrirent les frontières au commerce. Le couronnement de leurs efforts fut l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA. Le Mexique, les États-Unis et le Canada créèrent une zone de libre-échange unique. L'accord entra en vigueur le 1er janvier 1994. Le gouvernement promit que le Mexique rejoindrait alors le premier monde. Mais c'est précisément ce jour-là, le 1er janvier, alors que l'on buvait du champagne à Mexico, que des coups de feu ont retenti dans le sud du pays, dans les jungles pauvres de l'État du Chiapas. La rébellion zapatiste. Une armée d'Indiens masqués émergea de la brume de la jungle. Ils se nommaient l'Armée zapatiste de libération nationale, en hommage à Emiliano Zapata. Leur chef était un homme mystérieux, une pipe entre les dents et le visage dissimulé sous un masque de ski, le sous-commandant Marcos. Il ne s'agissait pas d'une révolte paysanne ordinaire. Marcos, intellectuel et philosophe, mena la guerre moins par les armes que par les mots. Il déclara « La mondialisation et l'ALENA sont une condamnation à mort pour les Indiens. » Le soulèvement n'a duré que 12 jours, mais il a choqué le monde. Les zapatistes sont devenus un symbole de l'anti-mondialisation. Ils ne cherchaient pas à s'emparer du pouvoir. Ils exigeaient simplement d'être entendus. « Nous nous sommes couverts le visage pour être vus », a déclaré Marcos. Crise et fin de l'hégémonie. L'année 1994 fut un cauchemar pour le Mexique. Le soulèvement du Chiapas, l'assassinat du candidat à la présidence Luis Donaldo Colosio et enfin l'effondrement économique monstrueux de décembre. Le peso perdit la moitié de sa valeur. Des millions de personnes perdirent leurs économies. Cette crise fut surnommée l'erreur de décembre. Tout cela a sapé le pouvoir du Parti révolutionnaire institutionnel, PRI, qui avait gouverné le pays sans interruption pendant 70 ans. Le peuple était las de la corruption et de l'immuabilité des structures de pouvoir.
En 2000, un événement incroyable se produisit. Le chef de l'opposition, Vicente Fox, un ancien cadre de Coca-Cola charismatique et moustachu, remporta les élections. Il était le premier président en 71 ans à ne pas appartenir au parti au pouvoir. La démocratie semblait enfin avoir triomphé. La révolution du cactus et la guerre contre la drogue. Cependant, l'euphorie fut de courte durée. En 2006, le pays se divisa à nouveau. L'élection présidentielle opposa deux ennemis acharnés, le conservateur Felipe Calderón et le populiste de gauche Andrés Manuel López Obrador. L'écart n'était que de 0,5%. Obrador a mobilisé des millions de personnes dans les rues, accusant le gouvernement de fraude. Ses partisans ont installé un campement de tentes au centre de Mexico et proclamé leur république légitime. Ce mouvement a été surnommé la Révolution du cactus. Mais Calderón devint président. Pour consolider son pouvoir fragile et répondre aux défis de l'époque, il prit une décision lourde de conséquences. Il déclara la guerre totale au cartel de la drogue. Le Mexique a toujours été une voie de transit pour la drogue à destination des États-Unis, mais aujourd'hui, les cartels sont devenus un véritable État dans l'État. Calderón a déployé l'armée dans les rues. 36 000 soldats ont été lancés à la traque des barons de la drogue. Le résultat fut catastrophique. L'élimination des chefs entraîna la fragmentation des cartels et une guerre sans merci. Les rues des villes se transformèrent en champs de bataille. La violence atteignit des sommets. Ainsi, le Mexique entra dans le XXIe siècle. C'est une terre de contraste, où les gratte-ciel de Mexico côtoient les bidonvilles, où d'anciennes pyramides se dressent à côté d'usines modernes, et où un peuple fier continue de tracer son chemin entre son héritage aztèque, son passé espagnol et son avenir américain. L'histoire du Mexique est celle d'une lutte sans fin, une lutte pour la terre, pour la liberté, pour la dignité. Et cette histoire se poursuit. Guerre sans ligne de front. Au XXIe siècle, le Mexique a dû faire face à un ennemi plus terrifiant que n'importe quelle armée étrangère, les cartels de la drogue. Ce qui avait commencé comme une opération de police s'est transformé en un véritable massacre. Les chiffres sont effroyables. En 13 ans de lutte contre le trafic de drogue, environ 300 000 personnes ont perdu la vie. 60 000 autres sont portées disparues. Le Mexique est devenu un champ de bataille où règne l'anarchie. En 2012, des hommes armés du cartel des Zetas, recrutés parmi d'anciens membres des forces spéciales d'élite, ont exécuté 72 migrants pour avoir refusé de travailler pour la mafia. En 2014, le monde a été bouleversé par une tragédie survenue à Iguala. 43 étudiants ont disparu. Selon la version officielle, ils auraient été enlevés par des policiers corrompus et livrés à des bandits qui les auraient tués et auraient brûlé leur corps. La violence a engendré la contre-violence. Désespérés, les habitants de certains États ont commencé à former des groupes d'autodéfense. Des images choquantes d'enfants de 5 ans à peine, armés de véritables fusils, patrouillant dans leur village pour se protéger des tueurs, ont fait le tour du monde. Le président Felipe Calderón, à l'origine de cette guerre, a déclaré « Notre problème, c'est que notre voisin est le plus grand consommateur de drogue et le plus grand trafiquant d'armes. » Et c'est vrai. Les cartels engrangeaient jusqu'à 29 milliards de dollars par an grâce aux livraisons aux États-Unis. Cet argent leur permettait d'acheter les meilleurs mercenaires, les armes les plus modernes et surtout des fonctionnaires infiltrés. La corruption atteignit des sommets. En 1919, Genaro García Luna, ancien ministre de la Sécurité du Mexique, fut arrêté aux États-Unis. Celui qui incarnait la guerre contre la drogue recevait en réalité depuis des années des valises remplies de millions de dollars du cartel de Sinaloa. L'ascension et la chute d'El Chapo. Le symbole de cette époque était Joaquín Guzmán, surnommé El Chapo, ou le Petit. Le chef du cartel de Sinaloa était un véritable Houdini du milieu criminel. Capturé et incarcéré dans des prisons de haute sécurité, il s'évadait toujours.
une fois caché dans un panier à linge, une autre fois par un tunnel d'1,5 km creusé directement sous la douche de sa cellule. Ce tunnel était équipé d'un système de ventilation, d'un éclairage et même d'une moto sur rail. Mais la vanité causa la perte de Shorty. Il voulait qu'Hollywood fasse un film sur sa vie. Il commença à fréquenter des acteurs et des producteurs. Une rencontre fortuite avec la star hollywoodienne Sean Penn et l'actrice mexicaine Kate Del Castillo lui fut fatale. Le baron de la drogue est tombé amoureux de l'actrice. Il lui envoyait des SMS romantiques. « Je prendrai soin de toi, tu verras ?» La surveillance du téléphone de l'actrice a conduit les services de renseignement jusqu'à la cachette d'El Chapo. En 2016, il a été arrêté pour la 3e fois et, afin d'éviter tout risque supplémentaire, extradé vers les États-Unis. Il y a été condamné à la prison à vie. Le nouveau président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré dès son entrée en fonction « La guerre est finie, nous voulons la paix ». Il a proposé une stratégie de douleur, pas de violence. Mais les violences ne sont pas si faciles à endiguer. Les cartels, désormais sans chef, se sont fragmentés en bandes rivales plus petites et se sont affrontés avec une violence accrue. Percée olympique. Revenons un peu en arrière, en 1968. Cette année-là, le Mexique décida de montrer au monde son nouveau visage moderne. Mexico devint la première capitale d'Amérique latine à accueillir les Jeux olympiques. Au début, de nombreux sceptiques secouèrent la tête. Comment peut-on courir et sauter à 2000 mètres d'altitude? Les athlètes vont tout simplement suffoquer. Les journaux parlaient de l'or lourd des Aztèques. Mais les Mexicains répondirent par l'action. Les Jeux de 1968 furent révolutionnaires. Pour la première fois, la flamme olympique fut allumée par une femme, la Mexicaine Enriqueta Basilio. Pour la première fois également, une mascotte, le jaguar rouge, fut utilisée, même si on oublia de lui donner un nom. Et les résultats dépassèrent toutes les espérances. L'air raréfié de la montagne permit aux athlètes de réaliser des prouesses. L'Américain Bob Beamon effectua ce qu'on appela le saut dans le XXIe siècle. Il sauta 8,90 m. Les juges étaient stupéfaits. Leur instrument de mesure était hors service et ils durent utiliser un mètre ruban ordinaire. Ce record tint 23 ans. C'est à Mexico que le monde a vu pour la première fois le Fosbury Flop. Le sauteur en hauteur Dick Fosbury a sauté en arrière par-dessus la barre, changeant à jamais la technique de ce sport. Mais les festivités sportives furent assombries par la tragédie. 10 jours avant l'ouverture des Jeux, des étudiants descendirent dans la rue en scandant « Nous ne voulons pas des Jeux olympiques, nous voulons la révolution ». Dans le quartier de Tlatelolco, les forces de l'ordre ouvrirent le feu sur les manifestants. Le bilan exact des victimes demeure inconnu, mais les Jeux commencèrent comme prévu, devenant le symbole d'une époque controversée. L'empire de Carlos Slim. Pendant que politiciens et généraux se partageaient le pouvoir, un homme bâtissait un empire d'un autre genre, un empire financier. Il s'appelait Carlos Slim Helou. Fils d'un immigrant libanais, il avait un don exceptionnel pour transformer tout ce qu'il touchait en or dès son plus jeune âge. Son père a inculqué à ses enfants les bases de la gestion financière dès leur plus jeune âge. Chacun avait un carnet pour noter ses dépenses. À 12 ans, le petit Carlos avait déjà acheté sa première action. Son heure de gloire arriva en 1982, lorsque le Mexique fit défaut sur sa dette. L'économie s'effondra et les hommes d'affaires, pris de panique, bradèrent leurs actifs. Slim fit tout le contraire, il racheta tout. « Quand tout le monde vend, j'achète », déclara-t-il. Il créa le géant holding Grupo Carso, du nom de son nom, Carlos, et de celui de sa femme, Sumaya. Il racheta des entreprises déficitaires, les redressa et les transforma en véritables mines d'or. Dans les années 1990, il a privatisé Telmex, le monopole téléphonique d'État. Cela a fait de lui le roi des télécommunications. À un moment donné, Carlos Slim est devenu l'homme le plus riche du monde, surpassant même Bill Gates.
On dit qu'au Mexique, impossible de passer une journée sans payer Carlos Slim. Un coup de fil, payez Slim. Un repas chez Sanborns, payez Slim. Une assurance, une maison, une cigarette? Il y a fort à parier que son ombre plane sur tout. Voici le Mexique moderne, un pays où traditions ancestrales et haute technologie se côtoient, où richesse et pauvreté coexistent, et où la soif de vivre l'emporte sur la peur de la mort. L'histoire s'écrit chaque jour, l'empire de Slim, comment racheter tout le Mexique. Au Mexique d'aujourd'hui, une figure rivalise avec le pays lui-même, Carlos Slim élu. Fils d'un immigrant libanais, il gravit les échelons du succès dès son plus jeune âge. Son père lui confia un carnet pour noter ses dépenses et lui inculqua la règle d'or, l'argent doit travailler. À 12 ans, le jeune Carlos avait déjà acquis ses premières actions. Son heure de gloire arriva en 1982. Le Mexique fit défaut, l'économie s'effondra et les investisseurs, paniqués, quittèrent le pays. Carlos Slim alla à contre-courant. Il racheta tout, usines, magasins, mines. Son principe était simple, acheter quand tout le monde vend. Dans les années 1990, profitant de son amitié avec le président Salinas, Slim privatisa le géant des télécommunications d'État Telmex. L'opération provoqua un scandale. Certains affirmèrent qu'il avait acquis le monopole par versements échelonnés, en le finançant avec les bénéfices de l'entreprise. Mais les gagnants ne sont pas jugés. Slim devint le roi des télécommunications, puis l'homme le plus riche du monde, dépassant Bill Gates. Aujourd'hui, on plaisante en disant que le Mexique est devenu Slimland. Passer un coup de fil, payer Slim. Construire une maison, acheter le ciment chez Slim. Aller dans un café ou prendre une assurance, il y a de fortes chances que vous deviez encore le payer. Cet homme qui allume ses cigares avec un briquet bon marché et porte une montre simple, tient entre ses mains les ficelles de toute l'économie mexicaine, la percée olympique de 1968. Mais revenons un peu en arrière, à 1968, l'année où le Mexique décida de se faire un nom sur la scène internationale en accueillant les Jeux olympiques. Les sceptiques criaient « de la folie, les athlètes vont suffoquer à 2000 mètres d'altitude ». Mais les Mexicains ont accompli un miracle. Ces Jeux ont changé le monde du sport à jamais. C'est ici, dans l'air raréfié de Mexico, que l'Américain Bob Beamon a réalisé son bond dans le 21e siècle. Il a parcouru 8 mètres et 90 centimètres. Les juges étaient tellement stupéfaits que leur instrument de mesure optique s'est avéré insuffisant. Ils ont dû se rabattre sur un simple mètre ruban de chantier. C'est ici que le monde a assisté pour la première fois au fameux Fosbury Flop. Le sauteur en hauteur Dick Fosbury a sauté en arrière par-dessus la barre, révolutionnant les concepts de la biomécanique. Les Jeux olympiques furent aussi flamboyants qu'un carnaval mexicain, mais derrière cette façade de célébration se cachait une tragédie. 10 jours avant l'ouverture, les autorités réprimèrent brutalement les manifestations étudiantes à Tlatelolco. Le slogan des étudiants « Nous ne voulons pas des Jeux olympiques, nous voulons la révolution » fut couvert par les tirs, mais les répercussions de ces événements se font encore sentir aujourd'hui. L'ALENA et la rébellion masquée. Dans les années 1990, le Mexique a décidé de s'intégrer au Premier Monde. En 1994, l'ALENA, un accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada, est entré en vigueur. Le gouvernement a promis la prospérité. Mais ce même jour, le 1er janvier 1994, dans le sud du pays, dans l'état misérable du Chiapas, une armée d'Indiens surgit de la jungle. Leurs visages étaient dissimulés par des cagoules et ils étaient menés par l'énigmatique sous-commandant Marcos, un philosophe à la pipe entre les dents. Les zapatistes, qui s'étaient inspirés du héros révolutionnaire Emiliano Zapata, ont déclaré la guerre à la mondialisation. « Nous nous sommes couverts le visage pour être vus », a déclaré Marcos.
Il s'agissait moins d'un soulèvement militaire que d'un mouvement médiatique. Ils ont forcé le monde à se souvenir de ceux que le miracle économique avait laissé pour compte. Guerre des cartels, argent ou plomb. Au XXIe siècle, le Mexique a dû faire face à une nouvelle menace terrifiante. Les cartels de la drogue étaient devenus des multinationales de la mort. En 2006, le président Felipe Calderón a déployé l'armée dans les rues. La guerre totale a commencé. Mais la mafia avait un avantage, des profits colossaux tirés du trafic de drogue aux États-Unis. Le fameux principe plata o plomo, l'argent ou le plomb, ne laissait pas le choix aux policiers et aux fonctionnaires. Accepter un pot de vin ou mourir. La corruption a gangrené le système jusqu'aux plus hautes sphères. L'ancien ministre de la Sécurité, Genaro García Luna, figure emblématique de la lutte contre la drogue, s'est retrouvé à la solde du cartel de Sinaloa, recevant des millions de dollars dans des valises. Le symbole de cette époque était Joaquín Guzmán, le tristement célèbre El Chapo. Il s'évadait de prison par des tunnels équipés d'éclairage et de ventilation, mais sa vanité causa sa perte. Le baron de la drogue, avide de célébrité, entama une correspondance avec l'actrice Kate del Castillo, lui envoyant des SMS romantiques tels que « Je prendrai soin de toi ». Cette correspondance, ainsi qu'une interview avec Sean Penn, permirent aux forces spéciales de le retrouver. El Chapo purge actuellement une peine de prison à perpétuité aux États-Unis. La révolution du cactus et la modernité. La vie politique mexicaine ressemble elle aussi à un thriller. En 2006, le pays s'est scindé en deux. Le candidat de gauche, Andrés Manuel López Obrador, a perdu l'élection de justesse à un demi-point de pourcentage près. Il a mobilisé des millions de personnes dans les rues, proclamant une révolution du cactus, et a même organisé sa propre cérémonie d'investiture. 12 ans plus tard, il a finalement atteint son objectif et est devenu président, promettant de mettre fin à la guerre contre les cartels par une stratégie de cohésion plutôt que de violence. Quartier avec un géant. Et bien sûr, le thème récurrent est celui des États-Unis. Donald Trump a menacé le Mexique de construire un mur et d'imposer des droits de douane exigeant l'arrêt de l'immigration. Mais l'économie prime sur la politique. En 2019, au plus fort des menaces de Trump, l'entreprise allemande BMW a inauguré une usine ultra-moderne au Mexique. Les Allemands ont ignoré les menaces de droits de douane car ils savaient que le Mexique ne se résumait pas à une question de migrants. C'était une puissante puissance industrielle. Comme le disait Porfirio Díaz, « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis ». Mais aujourd'hui, cette phrase résonne tout autrement. Le Mexique moderne est un pays où les pyramides antiques se reflètent dans les vitres des gratte-ciel, où les chaînes de montage des usines longent les champs d'agave et où un peuple qui a survécu aux conquistadors, aux dictateurs et aux crises envisage l'avenir avec optimisme. Voici l'histoire du Mexique, une histoire de passion, de lutte et d'une vitalité incroyable.